Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Vers un durcissement des mesures de lutte contre la COVID-19, le ministère de la Santé veut apporter la meilleure réponse à la recrudescence des cas. En 2 semaines, la Côte d'Ivoire enregistre 2680 nouvelles contaminations. Nous sommes dans une phase de transmission communautaire avec les jeunes touchés en majorité. En matière de médiation, les États-Unis, aux côtés de la Côte d'Ivoire, le pays veut partager son expérience dans le domaine. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a échangé avec l'ambassadeur Richard Bell. Le diplomate rassure sur la disponibilité des États-Unis au règlement et à la prévention des conflits. Chaque année, entre octobre et avril, c'est le même problème à Bonon. L'eau manque, les robinets vides, la fourniture de la Sodeci perturbée par la saison sèche. Ce nouveau département de la région de la Maraoué en souffre. Les populations espèrent la construction d'un nouveau château d'eau pour renforcer l'alimentation. Et puis en Indonésie, au moins une trentaine de victimes ce vendredi dans l'île de Célèbes. Selon le dernier bilan officiel, plusieurs bâtiments dont un hôpital se sont effondrés sous l'effet d'un fort séisme dans l'archipel. La plupart des victimes sont des habitants de la ville de Mamoudzou où un hôtel et le siège du gouverneur ont été endommagés. Vendredi, jour saint, jour de prière, en ce jour de piété, El Hadji Alassane Ouattara est allé accomplir son devoir de croyant à la grande mosquée d'Abobo. Le chef de l'État était accompagné du Premier ministre, maire de la dite commune, Ahmed Bakayoko, et aussi du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Dans le sermon prononcé lors du culte par l'imam Ahmad Tidiam Diabaté, il a été question de cohésion sociale telle qu'enseignée par l'islam. Les fidèles musulmans ont été sensibilisés à la pratique de la tolérance, de la paix et du vivre ensemble. À l'issue de la grande prière, les imams ont remercié le président de la République pour toutes les actions de développement posées dans la commune d'Abobo. Ils ont également formulé des bénédictions pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. On parle à présent de coopération. Adama Toungara, le médiateur de la République, a reçu Richard Bell, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, au centre des échanges et le partage d'expériences entre les deux pays dans ce domaine. Sephora Zegui. Les États-Unis d'Amérique, l'un des plus importants partenaires de la Côte d'Ivoire, veut accompagner le pays dans son processus de médiation. Richard Bell, son ambassadeur, l'a signifié au médiateur de la République lors d'une audience. Au terme de cette entrevue, l'ambassadeur des États-Unis affirme que son pays ne va pas qu'épauler la Côte d'Ivoire, mais s'inspirer de son modèle en matière de médiation. Nous avons beaucoup à apprendre de la part des Ivoiriens et donc un contact plus approfondi entre l'ambassade et la médiature de la République de Côte d'Ivoire permettra à l'ambassade de mieux comprendre les richesses, les ressources de la culture ivoirienne, surtout dans le domaine de la médiation, de la réconciliation, de la construction de la paix, du vivre ensemble dans une société très diversifiée. Et nous, les autres Américains, nous sommes convaincus que la diversité est une très bonne chose, mais pas toujours très facile. Adama Toungara s'est réjoui de cette nouvelle qui vient donner une fois de plus de l'importance à son institution. Le médiateur de la République entend œuvrer à l'instauration de la paix dans le pays. Il a pour mission de rechercher un règlement amiable des différends entre les administrés, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi d'une mission de service public. Une autre mission est à accomplir, mettre fin à la COVID-19 dans le pays. On reste tous donc mobilisés dans le respect des mesures barrières. Voici les chiffres de ce vendredi. 278 nouveaux cas de Covid-19 sur 2297 échantillons prélevés, soit 9,5% de cas positifs, 108 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 24 856 cas confirmés, dont 23 104 personnes guéries, 141 décès et 1611 cas actifs.
Et comme on le voit, les cas sont en hausse. Ces 2 dernières semaines, la Côte d'Ivoire a enregistré 2680 nouvelles contaminations. Le taux de positivité est de 7,1% avec un pic le 12 janvier, 17,9%. Face à la situation, il y a un risque de durcissement des mesures. Le ministre de la Santé appelle les populations à la vigilance. Salimatou Dia. C'est une situation dommageable que déplore le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique face à la recrudescence des cas positifs. En espace de 2 semaines, 2680 nouveaux cas positifs ont été notifiés, avec un taux de positivité de 7,1%, au-dessus de 5%, le seuil qui permettait aux autorités sanitaires d'affirmer que la maladie est sous contrôle. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun des lieux festifs, tels les restaurants, les nightclubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. La raison de cette recrudescence, le non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, a expliqué le ministre Akaolé. Comme les recommandations ne sont pas strictement respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. Pour l'heure, le gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle et collective pour préserver nos acquis dans cette lutte contre la COVID-19. Les populations sont invitées à fréquenter la centaine de centres de dépistage mis à leur disposition en cas d'apparition des signes ou de contact avec des cas positifs. Et les autorités restent engagées à tous les niveaux, empêcher de nouvelles contaminations à la COVID-19 en ces temps de résurgence. Le ministre des Transports, Amadou Koné, remet 275 000 masques aux transporteurs et à la police spéciale de la sécurité routière. Ces acteurs ont pris l'engagement de veiller au respect des mesures de lutte contre la pandémie dans le secteur. Lanciné Bakayoko. Face à la remontée en puissance de la pandémie, le ministre des Transports reprend le volant de la sensibilisation. Devant les acteurs du transport, qu'ils soient publics ou privés, lagunaires ou terrestres, tous considérés comme de véritables vecteurs de contamination, Amadou Koné recommande vivement le respect scrupuleux des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques dans les véhicules. Il faut éviter que la maladie reparte à l'intérieur du pays. Il faut éviter aussi que la contagion à Abidjan soit trop forte. On ne va pas attendre que les choses se dégradent. Témoignage de l'engagement du gouvernement à contrecarrer cette nouvelle vague de contamination, c'est 275 000 masques, dont 75 000 réutilisables et 200 000 jetables, tout comme ces 22 cartons de gel hydroalcoolique offerts aux transporteurs. Des transporteurs appelés à une gestion rigoureuse des kits et une meilleure application du dispositif de prévention. Je voudrais vraiment vous demander de faire en sorte que vraiment il y ait un bon usage de ceci, que ce matériel aille où ça devrait aller. Il faut que dans les véhicules, il y ait des masques. La nécessité de sauvegarder la santé et de protéger les investissements en rajoute à la motivation des transporteurs dans la lutte contre la pandémie. Il faut qu'on puisse éviter au secteur du transport les désagréments que nous avons eus lorsqu'Abidjan a été confiné. Lorsqu'on a demandé aux transporteurs de réduire le nombre de places. Lorsqu'on a demandé à nos entreprises de transport de passagers de ne plus sortir d'Abidjan, de ne plus faire de l'international. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le niveau de contamination quotidienne tourne autour de 150. On va changer de sujet. Je vous emmène voir ce document. À Bonon, localité de la région de la Marawi, les populations sont confrontées aux problèmes d'eau potable. Une réalité que vit ce nouveau département. Chaque année, entre octobre et avril, la fourniture de la SODECI est perturbée. Les coupures sont fréquentes, ce qui inquiète évidemment les populations. Les populations qui expriment le souhait de voir un nouveau château construit pour renforcer l'alimentation. Bonon, dans l'espoir de la fin d'une pénurie, c'est le dossier de Jana Toubé.
Décembre, le mois des contrastes à Bonon. C'est le temps du bonheur chez les producteurs de vivriers de cette zone éminemment agricole où la banane plantain caracole en tête de la commercialisation des produits vivriers. Décembre, c'est aussi le temps de la souffrance des populations harassées par la pénurie d'eau potable en cette période de sécheresse. C'est ainsi chaque année à Bonon, une épreuve difficile pour les populations. À partir de décembre jusqu'au mois de mars, c'est une véritable difficulté d'accès à l'eau. L'eau dans les robinets disparaît totalement et parfois nous pouvons avoir des coupures qui peuvent aller une semaine, 2 semaines, voire 1 mois dans certains endroits. C'est parfois tard dans la nuit que l'on peut voir l'eau couler des robinets à Bonon. Les populations s'accommodent de cette situation de pénurie d'eau saisonnière, pénurie d'eau pouvant aller même jusqu'à son manque. Un secteur qui en souffre énormément, l'hôtellerie. Souvent, on peut avoir une chambre remplie et puis il n'y a pas l'eau. Je suis obligé de puiser l'eau, remplir les citernes pour donner aux clients. Ça fatigue. À des clients qui viennent, je lui dis l'eau est coupée, directement il prend sa route et il s'en va. Quand l'eau ne coule plus des robinets ou des colonnes de douche, on a recours au puits. Vraiment, c'est difficile pour nous les femmes. Les femmes se promènent de cours en cours pour chercher de l'eau. C'est l'eau de puits que nous buvons à Bonon ici. On prend l'eau de puits pour préparer. Quand l'eau vient aussi, l'eau est très sale, noire, et puis ça sent javel beaucoup. Donc on ne boit pas même, c'est l'eau de puits on boit. Seul le centre de santé urbain de Bonon, unique établissement sanitaire de cette bourgade de plus de 110 000 habitants, est épargné par le manque d'eau. La structure s'est mise à l'abri en se dotant d'un château d'eau lui garantissant la fourniture quotidienne et régulière en eau potable. Par le passé, les populations de la ville pouvaient s'y ravitailler par solidarité, mais cette année, le directeur du centre de santé leur a interdit l'accès au château d'eau pour divers motifs. Entre 2012 jusqu'à 2020, on permettait aux gens quand même de venir prendre un peu, parce qu'on connaissait très bien la situation. Mais vu que tous les 6 mois, il fallait changer la pompe à forage, on a dit, vraiment, il faut vraiment laisser, il faut laisser l'hôpital seul utiliser. Et depuis là, on n'a plus eu de panne. On entend dire à Bonon que même les puits finissent par tarir à mesure que dure la période de sécheresse. Une situation qui ne sera plus que souvenir au nom du droit des populations au bien-être dans la vision du président Alassane Ouattara. À la faveur de la visite d'État dans la région de la Maraoué, le président de la République a accordé à Bonon la construction de 2 nouveaux châteaux d'eau, plus une station de reprise pour renforcer les installations existantes. Et l'accès à l'eau potable va se faire depuis le fleuve de la Maraoué à partir de Boisflé, qui va recevoir l'eau à partir d'un premier château qui serait installé au niveau du village de Gobazra, avec une station de reprise qui va traiter et qui va amener au second château qui est situé dans la ville de Bonon. Dans presque toutes les habitations, jusqu'en divers lieux comme ici, à la sous-préfecture, on trouve des espèces d'énormes canaries. Ce sont d'immenses jarres faites de mélange de ciment et de sable qui ont fini par devenir au fil des années un élément indispensable, voire essentiel, dans l'approvisionnement des populations en eau. Les femmes commandent beaucoup, ensuite les maçons qui viennent commander beaucoup pour aller au chantier, pour aller travailler avec ça. C'est pas barrique. Il y a une barrique, il y a 2 barriques, il y a même 3 barriques. Une barque là, on fait ça 15 000. Bon, les 2 barques là, on fait ça 30 000, 25 000. Les 3 barques là, on fait ça à 30 000. Déjà, l'ONEP a effectué plusieurs missions de reconnaissance des sites. Et les sites retenus ont été mis à disposition. Les questions administratives ont été résolues. Donc, nous n'attendons plus que le début des travaux pour que ce problème soit résolu entièrement. Les travaux de renforcement des ouvrages de desserte en eau potable de Bonon sont attendus avec impatience par les populations. Elles espèrent que la qualité de l'eau distribuée sera meilleure
que celle qui leur est servie actuellement. Assez rare sortie d'un robinet, une eau ocre et au goût rebutant a encouragé la population de cette localité, nouvellement érigée en chef-lieu de département dans la région de la Maraoué. Bonon, dans l'espoir de la fin d'une pénurie, c'était le dossier de Ejena Toubé. On se rend dans l'indénié Djoablin en 2021. L'accent sera mis sur l'éducation, la santé et l'électrification des villages encore en attente. C'est ce qu'a annoncé le président du conseil régional, Pascal Albiner Kwaku. La troisième session ordinaire de la collectivité s'est tenue le week-end dernier à Bengourou. Herman Yamien. Les investissements de l'exercice 2021 du Conseil régional de l'Indénie-Djoablin porteront essentiellement sur 3 axes majeurs, à savoir la construction d'infrastructures éducatives, de santé et l'électrification des villages en attente. Cette information a été donnée au cours de la 3e session ordinaire du Conseil par le ministre Pascal Kwaku Abinan, président du Conseil régional de l'Indénie-Djoablin. On avait construit 5 collèges en une seule année. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire, on va construire près de 8 collèges. Donc voilà les points les plus importants qui intéressent le peuple. Dans pratiquement tous les villages, il y a des projets d'électrification qui va continuer. Il reste encore une dizaine de villages à électrifier. Donc voilà les grands projets qui sont inscrits dans ce budget 2020. Pascal Kwaku Abinan souligne que 2 collèges de proximité sont en construction à Amouriakro, dans la localité d'Agnbilekro, et à Falikro, dans le département d'Abengourou. Selon lui, les travaux avancent à un rythme encourageant. La 3e session ordinaire 2020 du Conseil régional de l'Indénie-Djoablin a vu l'adoption d'un budget primitif de l'exercice 2021 d'un montant de 3 607 363 000 francs CFA. Ce budget est en baisse d'un montant de 203 903 000 francs CFA par rapport à l'exercice 2020. C'est une question de gestion de la trésorerie de l'État. Et donc cette année, l'État a estimé, selon certains critères, que le budget de la région doit subir une baisse de 200 millions. Il y a des gens qui ont subi des montants plus importants que nous. Le président du conseil régional rassure que malgré cette baisse du budget, tous les engagements seront tenus. La Côte d'Ivoire encourage la promotion de la femme au poste de responsabilité. L'État a d'ailleurs renforcé son dispositif normatif. Une loi favorise la représentation de la femme dans les assemblées élues. L'Observatoire national de l'équité et du genre salue ces avancées. Grâce Kando. Selon la loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues, les partis ou groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant au moins un siège à pourvoir pour l'élection des députés. Cette clause d'un quota minimum de 30% de femmes s'applique également aux élections des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des conseillers de district. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur le scrutin le plus proche, c'est-à-dire l'élection des députés du 6 mars prochain. La loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées est un instrument qui vise la promotion des femmes dans les institutions publiques. Selon l'Union interparlementaire mondiale, la Côte d'Ivoire occupait le 159e rang sur 188 pays en 2020, le 45e rang au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, et le 12e rang sur 15 pays au niveau de l'espace CEDEAO, avec seulement 11,4% de représentation féminine. Pour les élections locales à venir, l'Observatoire national de l'équité et du genre engage les femmes à se porter candidates et à se déployer sur le terrain.
Je vous donne ce communiqué sur instruction du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le gouvernement a initié sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, du 21 au 29 décembre 2020, la phase 3 du dialogue politique avec les partis politiques et organisations de la société civile. Le gouvernement se réjouit de la signature du rapport final ce jour 15 janvier 2021 par le PDCI, RDA, EDS, le RPP et l'URD qui avaient différé leur signature. Le gouvernement se félicite de cette évolution qui marque une étape importante de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique. Tout en réitérant sa détermination à construire la cohésion sociale, le gouvernement félicite les partis politiques, organisations de la société civile et toutes les forces vives de la nation pour leur apport au dialogue politique. Le gouvernement les encourage à poursuivre dans leur effort dans le sens de la paix et la stabilité si chère aux Ivoiriens. On est donc dans l'actualité politique et je vous le disais à l'instant, l'opposition conduite par le PDCI vient de signer la phase 3 du rapport final du dialogue politique, un acte de décrispation qu'on voit avec Éric Goré. Les représentants du PDCI RDA, de l'EDS, de l'URD et du RPP dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils y sont pour signer le rapport final de la phase 3 du dialogue politique. Ces formations politiques s'étaient donné un temps de réflexion avant de signer le dit document. Nous devons rappeler que nous n'avons pas décidé de ne pas signer le rapport final du dialogue politique. Nous avons demandé à différer notre signature pour des raisons d'éclaircissement d'un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps et opportun de venir signer ce rapport parce que nous pensons que bientôt la situation sociopolitique va connaître des mesures d'apaisement. Et oui, la paix et la stabilité précèdent tout développement. Cette fois-ci, les enfants de la Côte d'Ivoire s'engagent tous à œuvrer dans ce sens pour une Côte d'Ivoire unie et forte. Le vice-président du Sénat, Siloué Kagnon-Augustin, remercie les militants et sympathisants du RHDP pour leur choix lors de la présidentielle de 2020. Il souhaite des législatives apaisées favorables au RHDP. Il a fait don en matériel roulant au secrétaire de session pour la mobilisation. Le reportage de Kwadio Kwame. Venus des 18 villages et 28 campements de la sous-préfecture de Kiemou, les militants et sympathisants du RHDP du Koufolo se sont donné rendez-vous à Sioloka. Ces militants et sympathisants répondaient ainsi à l'appel du vice-président du Sénat, Augustin Siloué Kagnon, messager du président de la République qui tenait à les congratuler pour leur mobilisation et le choix porté sur le candidat du RHDP lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Coordonner une action au nom du chef de l'État pour venir vous saluer. Parce que les élections qui se sont passées ont été très bien faites ici dans la région, et particulièrement dans la sous-préfecture de Kiemou et de Napié. Donc notre objectif, c'est de répondre à l'appel du chef de l'État qui nous a instruit de venir remercier toutes les populations. Le mot du président de la République, c'est ensemble. Nous bâtissons un pays émergent. Donc, il n'y aura pas de problème. Tout se fera dans l'amour, dans la convivialité. Pour la future législative, Siloué Kagnon-Augustin a convoqué les candidats de toutes les chapelles politiques de la circonscription afin que tout se déroule sans heurts. Pour sa future consultation électorale, 3 engins à 2 roues ont été offerts au secrétaire de section pour la mobilisation et la grande participation des militants du RHDP à ces élections. La Cour pénale internationale s'active pour dédommager les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. C'est bientôt la phase pratique. C'est dans ce cadre que Aude Le Golf, la responsable des programmes du fonds de la CPI, séjourne dans le pays. Elle a rencontré la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Mariatou Koné. Serge Coléa. La CPI apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Les victimes des crises survenues dans le pays depuis 2002 seront bientôt indemnisées. Ce programme d'assistance est conduit par le conseil de direction du Fonds de la Cour pénale internationale.
avant sa mise en œuvre effective. Aude Le Goff, responsable du programme, et Noum Sangaré, chef du bureau pays de la CPI, échangent avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, définir la procédure d'identification et d'indemnisation avant toute chose. Un nombre significatif de victimes ont déjà bénéficié donc, de réparation. Et donc notre but est vraiment d'être complémentaire à l'action qui a déjà été mise en place et qui continue. Notre but va être donc de travailler sur 13 incidents qui ont été qualifiés par la CNE comme étant des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et de répondre aux préjudices de ces victimes-là. Nous allons travailler donc avec 3 partenaires dans 4 régions, notamment donc à Abidjan, dans la région du Cavali, la région du Guémont et le Haut-Sassandra pour répondre à des incidents qui ont eu lieu donc entre 2002 et 2011. De son côté, la ministre Mariatou Kone a rappelé que le gouvernement s'est engagé à assister les victimes avec une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA. Des efforts de cohésion à poursuivre pour la stabilité. La plupart des victimes d'atteinte à l'intégrité physique ont bénéficié de réparations. Ces réparations continuent au niveau communautaire également. L'État de Côte d'Ivoire a joué sa partition. Aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui souhaite accompagner la Côte d'Ivoire dans ce travail de réparation. C'est avec joie que nous accueillons cette présence. En dehors de l'État de Côte d'Ivoire, 3 organisations ont été retenues par le fonds de la CPI pour mener à bien ce programme d'assistance. Il s'agit du WANEP, de l'AVSI et de l'ADRAO. Allons voir ce code filet de la gendarmerie nationale. La section antidrogue démantèle 3 fumoirs dans les communes de Cocody et Adjamé. Plusieurs individus mis aux arrêts, 45 kg de cannabis ainsi que des comprimés dont le tramadol saisi. Walter Amadou Ouattara. Adjamé, secteur dénommé Abadjamé, aux alentours du lycée moderne Aris. Ici, jusqu'au 13 janvier 2021, existait un fumoir depuis plus d'une décennie. La section antidrogue de la gendarmerie nationale vient de le démanteler. La population a fini par s'accommoder à leur présence, si bien qu'elle reste complice dans leurs besoins. C'est une vaste opération qui a été menée également à Adjamé village, Séfi, derrière la caserne des sapeurs-pompiers militaires, et à Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Plusieurs individus ont été interpellés. Je vends de la drogue, cela fait maintenant 6 mois. Il peut prendre 3 sachets lui, ça fait 3 000, ou 4 châssis, ça fait 4 000. Et puis moi, il y a un dedans. Sérieusement, je ne vais pas dire regrette. Je suis vraiment dessus même de moi et ma vie. Parce que je vois que même malgré mon état, je suis devant tout ça, c'est mauvais. La jeunesse de Badiam, la situation dans laquelle je me trouve actuellement, je ne veux pas qu'ils soient dans la même situation, qu'ils s'éloignent de ça en même temps. C'est la meilleure solution. J'ai été arrêté dans la commune de Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Il y a des élèves qui viennent acheter du cannabis avec nous après l'école. Je dis aujourd'hui à la jeunesse de Cocody de faire très attention à la drogue car elle n'est pas bonne pour la jeunesse. Résultat de cette opération de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, 3 fumoirs détruits, 56 blocs, 1043 boulettes de cannabis, des comprimés stupéfiants, des seringues, des pièces de monnaie et des appareils électroménagers saisis. En sport, c'est Mariam Dao Gabala qui est chargé de conduire le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Les émissaires de la FIFA ont livré hier les noms des membres. La sénatrice, le professeur Martin Bléou et Maître Adou Abbé ont pour mission une meilleure organisation du sport roi en Côte d'Ivoire. Un comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est désormais effectif. 24 heures après leur arrivée à Abidjan, les émissaires de la FIFA ont tenu un point de presse. Alors nous avons comme membre et présidente de la commission de normalisation Madame Mariam Dao Gabala. Nous avons comme membre Monsieur Martin Bléou, le professeur Bléou que vous connaissez tous. Et puis nous avons Monsieur Maître Simon Abbé qui est là à côté. Quant à Madame Soleimane Sarah, elle a pour sa part précisé la mission qui attend le comité. Le comité de normalisation devra également
s'atteler à réviser les statuts, donc le document constitutionnel de certains membres de la Fédération ivoirienne de football. Et en dernier lieu, l'ensemble de cette révision des textes amènera le comité de normalisation à acter en tant que commission électorale pour organiser et superviser des élections. Concernant la reprise du championnat national, arrêté depuis avril 2020, et la distribution des fonds Covid, M. Véron Mozango Amba a tenu à faire des précisions. Une des tâches urgentes du comité de normalisation, c'est distribuer les fonds Covid pour le club, et ils vont définir les conditions. Deuxièmement, relancer le championnat. Il faut espérer que la mise en place du comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA permettra aux ballons ronds de rouler à nouveau sur les terrains ivoiriens. Dans le reste de l'actualité, en Indonésie, un fort séisme dans l'archipel fait au moins une trentaine de victimes ce vendredi. Dans l'île de Célèbes, selon le dernier bilan officiel, plusieurs bâtiments, dont un hôpital, se sont effondrés sous l'effet de cette secousse de magnitude 6.2 sur l'échelle de Richter. La plupart des victimes sont des habitants de la ville de Mamoudzou, où un hôtel et le siège du gouverneur ont été endommagés. Plus d'une dizaine de milliers de personnes sont parvenues à s'enfuir dans la nuit, mais sous les décombres, il est encore impossible de dire combien de personnes ont péri. Restez sur RT1, la commercialisation du cacao, l'espoir est permis. Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil Café Cacao, est l'invité de l'émission. Ça fait l'actualité présentée par Adama Koné. C'est à suivre juste après ce journal, un journal qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngouran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si 5 filous dérobent 2 œufs de ta basse-cour, ne te presse pas après eux. Tu auras de leurs nouvelles au moment du partage.